télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme et à la phrase du digital et du numérique. Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir le Premier ministre, l'ancien Premier ministre du Sénégal, Monsieur Souleymane Ndéné Ndiaye, actuel PCA de Air Sénégal, SA, figure éminente et exceptionnelle, devrais-je dire, de la classe politique. Vous avez eu à diriger le gouvernement du Sénégal, à être l'un des plus proches collaborateurs du président Abdoulaye Wade, et à être un acteur politique majeur. Aujourd'hui, notre interview va se focaliser un peu sur la finance, sur l'économie et sur la situation exceptionnelle que l'Afrique, le monde, le Sénégal est en train de vivre due à la pandémie du Covid-19. Souleymane Ndéné Ndiaye, cette Afrique est ravie de vous accueillir ici dans nos locaux au Point E. C'est un média que nous avons créé et mis en place pour permettre à l'économie et à la finance d'avoir une place particulière, en tout cas dans le débat ici au Sénégal et en Afrique. Que vous inspire véritablement ce média? Alors, je dois vous dire que je suis animé par deux sentiments. Le premier sentiment, c'est d'abord une surprise de prendre connaissance d'un média que je ne connaissais pas. Et puis ensuite, l'autre surprise, c'est de voir que vous êtes bien installé et que vous vous occupez de choses essentielles. L'économie. L'économie et la finance, mais également l'entrepreneuriat. Alors, nous avons commencé cette interview-là, Monsieur le Premier ministre. Je me demande, quelle analyse faites-vous de la situation économique du pays frappé par la Covid-19? Alors, je dois vous dire que depuis mars 2020, depuis le début de la Covid, l'économie sénégalaise s'est arrêtée de marcher. Quand je dis que l'économie s'est arrêtée de marcher, ça signifie qu'on ne produit plus. Parce que pendant au moins 2 mois et demi, il y a eu un état d'urgence suivi d'un couvre-feu. Et les mesures sanitaires recommandées par les autorités sanitaires ne permettaient pas que les gens puissent se retrouver dans leur entreprise et travailler. Donc, il y a eu un arrêt qui est synonyme de récession. Jusqu'en mars 2020, on entrevoyait une croissance économique. La croissance, ce n'est rien d'autre que l'augmentation de la production. C'est ça la croissance. Pas autre chose. Oui. Pas autre chose. Mais entre mars et maintenant, l'économie s'est arrêtée de marcher. Heureusement que, entre-temps, il y a eu des mesures d'assouplissement et plus tard de lever des mesures qui restreignaient le fonctionnement de notre économie. Et j'espère qu'il y aura une relance. En tout cas, on l'espère d'abord avec ces milliers de moutons qui peuplent nos villes et les ventes qui s'en suivront et l'argent que va générer cette vente-là. En tant qu'observateur, sans doute vous avez observé la démarche du président de la République Macky Sall depuis le début de cette pandémie-là. Comment analysez-vous les séries de mesures qu'il a eu à prendre véritablement pour je dois avouer avec beaucoup d'honnêteté que le président Macky Sall a pris les mesures qu'il fallait au moment où il fallait les prendre. Dans un premier temps, il a fermé nos frontières parce que le Covid n'est pas né, le Covid ou la Covid, je ne sais même pas quel genre. Jusqu'à présent, les gens sont là, se trompent. Donc, en tout cas, la maladie n'est pas née au Sénégal. C'est une maladie qui est née dans d'autres pays et que des voyageurs, parce que le Sénégalais par excellence est un voyageur. Donc, les Sénégalais qui quittaient ces pays où il y avait la maladie étaient susceptibles de la transporter dans notre pays. Donc, très tôt, on a fermé les frontières aériennes. Mais on n'avait pas fermé les frontières terrestres. Et comme vous le savez, les gens arrivent au Sénégal à la fois par l'aéroport, par le port, que par les routes. Et il faut rappeler qu'il y a eu quand même des personnes infectées qui l'ont été par une personne qui est passée par la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, qui allait à Touba et qui a infecté sa famille. Et puis ensuite, la maladie s'est répandue dans la ville sainte. Selon vous, quels sont les secteurs d'activité qui ont été les plus impactés par cette Covid-19? Alors, pour ce que j'en sais, le secteur du transport aérien et le secteur de l'informel, le secteur du tourisme
Quand je parle de tourisme, je parle des hôtels. De la chaîne. De la chaîne. Ouais, de toute la chaîne, oui. Donc, ces secteurs-là ont été impactés. Et je ne sais même pas s'il y a un secteur qui n'ait pas été impacté. Imaginez-vous, toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons qui avaient des salons de coiffure, des salons de couture, les jeunes qui passaient le temps à passer, coiffer, etc. Donc, toutes ces activités informelles ont été impactées par le Covid. Pendant la période du couvre-feu et de l'état d'urgence, il n'y avait plus de vie. La vie s'est arrêtée à partir de ce moment-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu un seul secteur qui n'ait pas été impacté par le Covid. Président Souleymane Ndéné Ndiaye, vous avez suivi depuis la réélection du président de la République Macky Sall qui déroule un plan qui s'appelle le plan Sénégal émergent dans sa phase 2. Arrivé ici avec ce qu'on a vécu, le ministre Amadou Hott parle de mettre en veille le plan Sénégal émergent et de mettre en place un plan de résilience économique. Ce changement de paradigme-là, comment vous l'appréciez aujourd'hui et comment pouvez-vous l'analyser? Moi, je vois le développement du Sénégal autrement. Comment? Le Sénégal est un pays essentiellement agricole. Les 80% des Sénégalais vivent de l'agriculture et habitent en milieu rural. Je pense que s'il y a un secteur qu'il faut développer, c'est l'agriculture et la transformation des produits agricoles. Parce que la pauvreté frappe surtout le milieu rural où on ne travaille que 3 mois pour chercher à vivre 12 mois. Moi, je ne cherche pas un autre modèle. Le modèle qui m'inspire le plus, c'est le modèle keynésien. C'est Keynes qui, après la crise de 1929, a inventé les grands travaux. Sous l'égide de l'État. Il faut que l'État invente de grands travaux pour absorber le chômage. Il faut parce que c'est l'investissement qui déclenche la croissance. Mais c'est la consommation qui soutient la croissance. Mais pour consommer, encore faudrait-il disposer de ressources pour pouvoir aller acheter. Sur la consommation, je voudrais qu'on arrête un peu parce que s'il y a quelque chose que nous avons appris dans la lutte contre cette pandémie-là, c'est que notre pays n'est pas autonome, n'est pas indépendant par rapport à l'alimentation. Parce que simplement, nous ne produisons pas ce que nous consommons. Ouais. Et malgré, depuis la Guana, il y a beaucoup de plans qui ont été véritablement mis en place par le gouvernement, qui ont été faits. Il y a eu des efforts. Parce que jusqu'à Ouad, il y avait une monoculture de l'arachide. Tout à fait. L'arachide était une culture de rente qui permettait à mes parents paysans de Djagan Barketilor et d'autres villages qui permettaient donc aux paysans de cultiver, de récolter, de vendre leurs récoltes, souvent à des prix en deçà des efforts qu'ils ont fournis pour arriver à cette production-là. Alors, on ne cultivait que l'arachide, le mil, dans la zone de Tivaouane, Kébémer, etc., le niébé et parfois le manioc. Sur la vallée, le riz. Donc, on avait ces spéculations-là. C'est avec Ouad qu'on a commencé à généraliser la culture du manioc, à généraliser la culture du fognon, à généraliser la culture du riz dans des zones où on ne pensait pas que le riz pouvait pousser, avec le nérika. Donc, à tout seigneur, tout honneur. Ça, il faut le lui reconnaître. Quelle est aujourd'hui la stratégie que le gouvernement doit mettre en place pour accentuer cette politique agricole posée par Abdoulaye Wade? Il me semble que le président Macky Sall a mis en place deux structures qui peuvent, à terme, booster notre économie. C'est d'abord le PRODAC. Le PRODAC, le programme de domaine agricole communautaire. C'est ça. Je pense que dans chaque commune du Sénégal, moi je les aurais, si je suis président du Sénégal demain, je dissous toutes ces communes-là et je fais revenir les communautés rurales. On ne peut pas transformer un village en ville par décret. Tout à fait.
Les villages et les villes, ce sont des structures qui se caractérisent déjà à vue d'œil par la qualité de l'habitation, par la structure même des personnes qui y logent. On peut reconnaître de visu un villageois d'un citadin. Tout à fait. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis un villageois de Diagane Barketulor. Je suis fier de le dire. Tout à fait. Tu ne peux pas prendre par décret une décision généralisant la communalisation, en sachant que ce qui doit faire la commune n'existe pas dans cette commune-là. D'abord, l'alignement, l'urbanisation, la disponibilité de ce qu'il faut. L'acte 3 Moi, j'aurais déchiré l'acte 3 de la décentralisation. Oui, l'acte 3 de la décentralisation pose énormément de problèmes aujourd'hui au Sénégal. Moi, je l'aurais purement et simplement déchiré. Tout à fait. Vous dites que le président a mis en place deux structures, quand même s'il faut, voilà. Le PRODAC. Le programme de domaine agricole communautaire. Le PRODAC aurait dû exister dans chaque communauté rurale du Sénégal. Au moins, il y a 500 hectares disponibles. Mais il faut mettre les moyens qu'il faut pour développer ces programmes et permettre l'absorption de tous les jeunes de ces contrées. Dans ces programmes-là. Assurer l'autosuffisance alimentaire du pays du Doundé. Ensuite, faire en sorte que ces personnes-là puissent disposer de revenus. Parce qu'un pauvre, c'est qui? Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de revenus. Oui, tout à fait. Or, si vous créez des domaines agricoles, vous créez les conditions d'allocation de ressources à des personnes qui n'en avaient pas, et vous créez les conditions aussi d'une production agricole qui va permettre non seulement au village de pouvoir vivre de la production, mais aussi vous allez créer les conditions de permettre au village de pouvoir vendre en dehors de leur village leur production. Si vous créez ça à l'échelle du Sénégal, vous arrivez inéluctablement à l'autosuffisance alimentaire. Il y a la DER. Oui, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. La délégation à l'entrepreneuriat. Dirigée par Papa Amadou Sarr. Dirigée par Papa Amadou Sarr. J'ai eu le plaisir de le rencontrer, de l'écouter et d'écouter ses collaborateurs. Sans faire de bruit, ils sont en train de financer non pas des gens de l'APR, mais tous les Sénégalais. Tout à fait. Qui le demandent. Aux conditions qui sont les leurs. Ouais, éligibles. Donc, il faut être éligible à leurs conditions. Je pense qu'il y a deux secteurs comme ça. Si on mettait les moyens qu'il fallait à leur disposition, ces secteurs-là pourraient être des locomotives pour notre économie. On ne peut pas parler d'agriculture sans pour autant parler de cette problématique-là dont vous êtes au courant. Je ne parle pas d'agriculture sans transformation. Oui, oui, tout à fait. Il le faut. C'est systématique. Et la transformation même nous amène à avoir beaucoup plus d'industries qui peuvent absorber... Et la valeur ajoutée. Tout à fait. Figurez-vous, je donne un exemple tout bête. Gerte kem. Gerte saaf moo gën a cher gerte kem. Tigadege moo gën a cher gerte saaf. Gerte saaf. Donc, plus tu transformes, plus tu donnes de la valeur au produit. Là où je voulais arriver, Monsieur le Premier ministre, c'est ce débat-là sur le foncier au Sénégal. Nous avons suivi depuis un certain temps, dans ce pays-là, des foyers de tension sur toute l'étendue du territoire où des gens réclament des terres. Vous savez, il faut remonter très loin pour comprendre ce qui se passe. Avant la loi 64-46 de juin 1964, portant loi sur le domaine national, il y avait ce qu'on appelait au Sénégal le lamana. C'est-à-dire? Le lamana, c'était les personnes qui disposaient de terres. Et Senghor disait lui-même que souvent Baye Laman Lawon, ça veut dire que son père était propriétaire terrien. Donc la loi de 64 a supprimé le lamana. Mais allez-y dans n'importe quel village du Sénégal et commencez à défricher un terrain. Vous allez recevoir des coups de marteau sur votre terre. Parce que dans l'esprit du paysan, cette loi de 64 n'existe pas.
Souvent, mon goron vie, c'est ça qui marche. Tout à fait. Ça veut dire que depuis 1964, l'État n'est pas encore arrivé à convaincre le paysan que au Sénégal, il y a 4 types de terrains. Il y a les terres qui relèvent du domaine national, qui couvrent 95% du sol. Il y a les terres du domaine privé, ce sont nos maisons, c'est cet immeuble. Il y a les terres qui relèvent du domaine de l'État. L'État a un domaine public et un domaine privé. Le domaine public, ce sont les rues, les routes, inaliénables. Mais vous voyez que par endroit, il y a des gens qui construisent carrément sur la route. Sur la route, oui. Qui bouchent la route. Oui. Et puis ensuite, il y a les terres qui couvrent les forêts, les terres pionnières. Voilà les types de terrains qu'il y a. 95% des terres sont du domaine national. Les propriétés foncières privées font peut-être 2%. Les terres du domaine de l'État, c'est peut-être 1%. Les terres pionnières qui couvrent les forêts couvrent le reste. Que vous inspire cette affaire qui oppose l'homme d'affaires Babacar Ngom Sedima et les populations de Djilakh et de Ndingler? Oui, il me semble. Vous êtes avocat, vous êtes même... Voilà. Oui, je ne connais pas l'affaire. Et par honnêteté, je ne peux pas parler de choses que je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que on ne peut pas accéder à un terrain si on n'aura pas auparavant fait une demande en bonne et due forme à la collectivité territoriale compétente. Donc je ne crois pas, connaissant M. Babacar Ngom, qu'il ait pu aller par la force prendre ces terres-là et en faire ses terres. Je ne crois pas. Je pense que... D'ailleurs, il a brandi plusieurs titres fonciers sur ces terres-là. Très bien. Maintenant, je pense que ce qu'il faut, parce que c'est par le dialogue qu'on arrive à des consensus. Il faut dialoguer avec les gens. Ce qui manque au Sénégal. Quand tu formules une demande d'attribution de terre, tu formules la demande auprès de la collectivité territoriale. Et il y a un conseil rural ou un conseil municipal, Oui, qui fait la délibération. Qui fait une délibération. Et auparavant, il y a une enquête qui se fait pour voir si les terres qui font l'objet de demande sont exploitées par des gens ou ne le sont pas. Si ces terres sont exploitées par des gens, vous ne pouvez pas par la force, parce que vous êtes le conseil municipal ou le conseil rural, arracher ces terres-là de ces personnes qui les exploitaient depuis la nuit des temps. Je pense qu'il y a un dialogue à faire, il y a une enquête à faire pour voir quelles terres sont libres d'exploitation ou quelles terres sont exploitées. En ce qui concerne M. Babacar Ngom, que je connais, je pense qu'il s'agit simplement de ramener les choses à leur juste proportion et de ne pas créer des incidents qui n'en existent pas. M. Babacar Ngom est un investisseur, vous l'avez vu. Une référence au Sénégal. C'est une référence sur le plan vraiment industriel. C'est un bon travailleur qui emploie des milliers et des milliers de Sénégalais qui vivent du produit de leur travail. Je pense donc que ce qu'il faut, c'est vraiment gérer cette affaire-là dans les proportions qu'elle mérite. Monsieur le Premier ministre, quand nous avons suivi la conférence de presse et la sortie de Babacar Ngom Sedima, il a eu à déplorer certaines choses qui se passent selon lui dans ce pays-là. Il paraît qu'il y a des étrangers, je peux citer Sénéguindia, je peux citer Richard, dont on parle de Richard Toll, qui dispose de 6 000 hectares et autres. Ça ne fait pas l'objet de polémique. Pourquoi quand on donne à un Sénégalais 100 hectares ou 50 hectares, tous les Sénégalais s'élèvent? Vous savez la différence c'est quoi? C'est parce qu'à ces personnes-là, on donne des terres qui ne sont pas occupées par des gens. C'est ça la différence. On leur donne des terrains où il n'y a personne. Quand on donne des terrains où il n'y a personne, ce n'est pas la même chose que donner des terrains qui font l'objet d'une exploitation agricole par des autochtones. C'est ça la différence. Et aujourd'hui, quelle serait la solution véritablement pour... La solution, parce que les terres sont faites pour être exploitées. Si vous faites le tour du Sénégal, notre superficie, avant
60, avant que Senghor ne mette la frontière au milieu du fleuve Sénégal, on nous disait, quand moi j'étais à l'école primaire, que la superficie du Sénégal faisait 201 400 km². Aujourd'hui, 201 400 km². À l'époque, 200 À l'époque. Parce que la frontière du Sénégal allait au-delà des limites du fleuve Sénégal. Mais à un moment donné, pour ramener la paix avec la Mauritanie, Senghor a mis la frontière au milieu du fleuve. Et notre superficie est devenue 199 000 et quelques kilomètres carrés. Je pense que ce qu'il faut, c'est que les terres sont faites pour être exploitées. Donc, le président Macky Sall, comme le président Wade, avait mis en place une commission dans le but de réformer la loi sur le domaine national. Parce qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un qui exploite une terre depuis la nuit des temps, depuis ses arrière-grands-parents, on ne peut pas se réveiller un jour et lui dire que non, l'État va mettre la main sur cette terre-là parce que c'est l'État, parce qu'il y a la loi sur le domaine national. Ça, c'est injuste. Il faut d'abord discuter avec les paysans. Il y a une sensibilisation qui se fait, qui doit se faire. Vous allez dans n'importe quel village du Sénégal. Les mêmes terres sont exploitées par les mêmes personnes depuis 50 ans, depuis 100 ans. Depuis 100 ans, oui. Alors, vous voulez faire croire à ces gens-là qu'il y a une loi sur le domaine national qui permet à l'État d'en confier la gestion à la collectivité territoriale et qu'à tout moment, l'État peut venir exproprier ces gens-là et attribuer les terres à qui il veut. C'est pas juste. Il y a donc un travail de sensibilisation qu'il faut faire. Un travail, d'abord, qui doit être le fait des collectivités territoriales, tout à fait, des conseillers, n'est-ce pas, et éviter d'attribuer ou d'affecter les terres qui sont déjà l'objet d'exploitation par des personnes depuis leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Grands-parents, tout à fait. Maintenant, il ne manque pas de terrain inexploité. Ces terrains inexploités, on n'a qu'à les exploiter, les donner à des gens qui ont envie d'investir, comme ça se fait au Brésil. Au Brésil, vous ne pouvez pas disposer de terres sans condition. Quand on vous affecte des terres, on vous impose d'abord de créer une forêt à l'intérieur de la terre. Déjà. Donc, on empêche que les arbres soient coupés et qu'on mette simplement de l'agriculture. Et vous voyez qu'au Sénégal, de plus en plus, on coupe les arbres, on ne dispose plus de forêt. À Dakar, on risque de ne plus avoir de forêt, parce qu'on me signale que la forêt de Mbao, de plus en plus, fait l'objet de certaines convoitises. Et de violations même. Moi, je suis présent, je suis témoin d'un fait. Quelqu'un est venu proposer un jour à Maître Wade de faire un projet d'habitat social sur la forêt de Mbao où sont enterrés les naufragés du bateau Le Joola. Le président Wade l'a foutu dehors. Il lui a dit, il faut arrêter de couper les forêts et de mettre des bâtiments. Ah oui, tout à fait. Toute ville a besoin d'un poumon vert. Arrêtez-moi ça. D'ailleurs, le président même a dit qu'il faut, je pense, reboiser les 30 hectares où était l'aéroport. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir par rapport à cela. Tout à fait. Il a raison. Souleymane Ndéné Ndiaye, nous allons parler de la suppression du poste de Premier ministre par le président de la République, Macky Sall. Moi, je suis contre. Voilà. Pourquoi? C'est en face du président Macky Sall que je lui ai dit que je suis contre la suppression du poste de Premier ministre. Pourquoi? Parce que d'abord, ce qui a motivé la suppression du poste de président du Conseil par Senghor, à la suite de son différend avec Mamadou Dia, n'est pas la même situation qui a prévalu en 2019. Ce qui a poussé Abdou Diouf à supprimer le poste en 1984 n'est pas la même situation qui prévaut de nos jours. Quelle est la situation qui a poussé le président Macky Sall à supprimer le poste? Je ne sais pas. Il faut aller lui poser la question. En tout cas, pour moi, il faut quelqu'un pour coordonner l'action gouvernementale. Parce que le président de la République a un agenda. Il a des attributions constitutionnelles. Et à côté de ces attributions constitutionnelles, il ne peut pas y associer la gestion
courante de banalité. Figurez-vous, aujourd'hui, mais il gère tout, il n'a pas ce temps-là. Lui-même. Lui-même, il n'a pas ce temps-là. Il est obligé de gérer son parti, il est obligé de gérer les différents qu'il y a. Vous avez entendu parler d'un échange houleux en plein conseil des ministres entre les ministres. Oui, oui, tout à fait. Le ministre Amadou Hott et l'ancien premier ministre. Et voilà. Vous savez que quand il y a un premier ministre, il ne peut pas y avoir ce genre d'échange-là. Parce qu'il y a quand même une autorité du ministre sur les ministres. Donc, je pense que, à mon avis, je ne dis pas que le président Macky Sall s'est trompé, c'est son choix. C'est lui qui définit la politique de la nation. Mais à sa place, je n'aurais pas supprimé le poste de Premier ministre. Et aujourd'hui, d'aucuns disent que le président souhaiterait faire revenir quelqu'un et faire revenir la primature. Je ne suis pas dans sa tête pour savoir ce qu'il veut faire. Mais est-ce que vous l'encouragez à faire revenir? Non, je ne l'encourage dans rien du tout. Nous allons parler, Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, de l'écho et du franc CFA. Que vous inspire le débat sur le passage du franc CFA et de l'écho? Alors, vous savez, la monnaie permet à des gens qui disposent de biens de pouvoir l'échanger. Et la monnaie, c'est un instrument d'échange qui facilite les échanges. Ce qui gêne toutes les personnes qui sont contre le CFA, c'est l'acronyme. Oui, oui, franc CFA. Le franc CFA. Oui. C'était Communauté financière africaine. Alors, moi, ça ne me gêne pas. L'essentiel, c'est qu'on ait une monnaie commune à tous les pays d'Afrique. Flexible, oui. À tous les pays d'Afrique. Pas flexible. Vous savez, on fait bien la différence entre une monnaie flexible et une monnaie fixe. Le dollar est une monnaie flexible. Flexible, oui. Selon que l'économie américaine est forte ou ne l'est pas, selon que le cours du pétrole est haut ou bas, oui. Ça influe sur la stabilité ou non du dollar. En tout cas, ce qu'il nous faut, c'est une monnaie commune à toutes les économies d'Afrique. Pour élargir le marché de l'Afrique. Je pense que c'est le but même de l'écho. Alors, si tel est le but de l'écho, c'est une excellente chose. Mais ce que je ne cautionne pas, c'est la façon dont les Français nous ont appris vraiment la suppression du CFA et le recours à l'écho. Oui, c'est un manque de respect. En Conseil des ministres, voilà, en France. C'est un manque de respect. Tout à fait. Il faut que les Français commencent à nous respecter. Et ça dépend aussi de la réaction que nous avons par rapport à ces Français-là. Nous ne sommes plus des colonies. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, oui. Nous sommes des pays indépendants. Je pense que c'est le combat même des panafricanistes aujourd'hui, tels que Kémy Séba et autres. C'est une question d'attitude. Que la France doit... Je ne parle pas de ces messieurs-là, ça c'est mon point de vue personnel. Il faut qu'on leur applique les mêmes règles qu'ils nous appliquent. Nous sommes des pays libres et indépendants. On aurait pu vivre sans la France. On aurait pu vivre sans les États-Unis. Et je pense même que sur la fermeture de l'aéroport, je pense que le Sénégal a appliqué la réciprocité. C'est ce qu'il faut. Voilà. Et d'ailleurs, je félicite, je l'ai déjà fait. Le ministre du Tourisme. Publiquement. Je l'ai appelé au téléphone et je lui ai dit, monsieur le ministre, je vous félicite d'avoir appliqué la réciprocité à la France. Parce que les Français nous prennent encore pour des colonisés. Je suis d'accord qu'à cette période du développement de cette pandémie, que des mesures sanitaires soient prises. Moi, je suis d'accord. Oui. Il ne faut pas laisser des gens soient vecteurs de transmission de la maladie. Il faut tester tout le monde avant de quitter un pays, même une ville, pour arriver dans une autre ville. Je vais à Kaolack comme ça. Ben, écoute, je vais aller présenter des condoléances à une famille. Ben, je vais mettre mon masque. J'ai mon gel hydroalcoolisé. Dans votre poche. Je prendrai les précautions élémentaires, n'est-ce pas, pour ne pas gober la maladie avant de rentrer à Dakar. Parce que, ce faisant, j'exposerai tout le monde, toutes les personnes qui viendront me voir. En commençant votre famille. En commençant par ma famille. Donc, je pense que faire les tests avant d'embarquer et à l'arrivée ne me semble pas
constituer tout à fait. quelque chose de mauvais. Mais il faut aussi que les Européens, que l'Union européenne sache que nous sommes aussi des gens qu'il faut respecter. Tout à fait. Souleymane Ndéné Ndiaye, cette émission tire à sa fin. Votre candidature à l'élection présidentielle de 2024 fait l'objet d'un débat aujourd'hui au Sénégal. Qu'en est-il exactement? Je le confirme. Je confirme que mon souhait, c'est de me présenter en 2024 comme candidat à l'élection présidentielle du Sénégal. Parce que je me crois suffisamment disposé de ressources, d'abord intellectuelles, du fait de mon passage à différents ministères et de mon long séjour à la primature pour comprendre comment fonctionne un État. Et je fais partie des Sénégalais les plus mobiles parmi les hommes politiques. Je vais partout. Je connais la carte, la cartographie du pays. Je connais la psychologie du pays. J'ai vécu dans plusieurs régions du Sénégal. Parce que mon père était assistant social, il était fonctionnaire. J'ai vécu à Kaolack, j'ai vécu à Guinguinéo, j'ai vécu en Casamance, j'ai vécu à Dakar. J'ai parcouru le pays de long en large. Pendant que j'étais Premier ministre du président Wade et même ministre, j'ai eu le plaisir de parcourir tout le pays et de savoir dans quelle zone il faut mettre quoi. Je ne vais pas dire que j'ai parcouru 80 000 km. Je ne le dirai pas. Mais je sais que dans telle localité, il faut mettre telle chose pour que les paysans restent chez eux et ne soient pas obligés de venir jusqu'à Dakar pour se payer certains biens manufacturés. Vous maintiendrez-vous votre candidature si le président Macky Sall est candidat? Je ne réponds pas à cette question. Mesdames, Messieurs, c'était la grande interview qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir le président Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre du Sénégal, actuel PCA de Air Sénégal. Votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? C'est vous remercier d'abord pour l'occasion que vous m'avez donnée de parler d'agriculture, qui est mon dada, d'économie en général, et aussi de vous féliciter pour cet investissement-là et aussi pour l'option que vous avez faite de vous focaliser sur l'économie. Parce que je me souviens encore de ce que nous disait notre professeur Makhtar Diouf, que je salue au passage, que l'économie, c'est la science de l'administration des ressources rares. Tout à fait. Tout ce qui n'est pas rare n'est pas du domaine de l'économie. Vous voyez, l'eau de mer, l'air qu'on respire, n'est pas du domaine de l'économie. Donc, vous vous occupez d'un secteur vital. Sans économie, il n'y a pas de pays. Il faut donc travailler à rendre notre économie forte. Il faut travailler à éradiquer la pauvreté. Il faut travailler à réduire le chômage des jeunes. Aussi longtemps qu'il y aura plus de chômeurs que de travailleurs, nous resterons pauvres. C'est ça la vérité. Madame, Monsieur, l'émission tire à sa fin. Souleymane Ndéné Ndiaye, merci d'être venu ici aujourd'hui dans les locaux du groupe 7 Afrique. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de la grande interview qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre et actuel PCA de Air Sénégal. Merci beaucoup.